Forcément qu'il y aura des priorités, mais ça ne veut pas dire que la dernière des priorités sera une priorité aussi. Vous comprenez ce que je veux dire? Je vous entends parler, je vous entends écrire. C'est intéressant d'avoir plusieurs arcs à son flèche, donc c'est bien. Jusqu'à minuit, c'est l'after-foot. Jean-Louis Tour. L'after est là comme tous les soirs jusqu'à minuit. L'after du lundi réservé à partir de 23h aux drôles de dames, évidemment. Daniel Riolo est toujours là. Pierre Ducrot est toujours là également. Et c'est le moment de les accueillir. Simone Rovera est à nos côtés. Salut Simone. Ciao, buonasera, bonsoir. Fred Hermel est là en Espagne. Salut Fred. Hola chicos. Philippe Auclair en Angleterre. Salut Philippe. Qui te salue bien bas, mon cher Jean-Louis. Ah bah c'est gentil. Moi aussi je vous salue bien bas tous. Et David Lorto. Salut David. Lui, il s'en fout complètement. Il ouvre même pas son micro, il s'en fout. Bon, bah. L'expression je salue bien bas, c'était l'époque où on saluait avec le chapeau, c'est ça? Oui, c'est ça. on C'est avec révérence. Comme Louis de Funès dans La Folie des Grandeurs. Exactement. Le roi d'Espagne. Don Saluste. Qui porte des chapeaux là? Fred Hermel il porte des chapeaux. Ouais, toujours. Ça, je sais. L'été, oui, ça peut m'arriver. Ah oui? Moi L'été, également, pendant l'été l'hiver, sur les îles grecques, tribi. ça peut m'arriver. Ah bah t'as dû croiser Pierre sur les îles grecques. Ah, il était à Kavala. Ah oui mais bon. Vas-y, franchement, je te le conseille. Mais t'as des Je potes donnerai encore, je t'as donnerai des les adresses? Je suis plus Cyclade, moi, si ça t'embête pas. Ouais, après c'est différent. T'es avec l'habitant à Kavala, quoi, tu vois. C'est pas touristique. Daniel, je le sens pas avec l'habitant. Si, tu vas voir, tu vas aimer les Grecs et les Grecs vont t'aimer. Ah non, moi jamais. Ils sont adorables, ils sont chaleureux. Attends, quand tu vas sur les Cyclades, tu crois que t'es tout seul et il y a 3 clébards et un rat? Il y a des gens aussi, il est fou, lui. D'accord, mais bon, ça a pas l'air pareil. Il y a des gens. C'est Pierre qui te le dit. C'est une ville. Il connaît la Grèce par Il y a cœur, des villes Pierre. aussi. Il connaît pas la Grèce par cœur, il connaît Kavala. Non, je connais pas tout par cœur. Après, une fois que t'es à Kavala, tu fais le tour de la Grèce, justement. Ouais, je joue au foot quand même un Ça petit peu. t'emmerde pas, j'ai commencé par les îles. Après, on verra. Athènes, ça c'est bon, je suis pas encore allé dans les coins paumés. Bon, c'est vrai. Moi, j'étais à Corfou cet été, c'était très sympa. Oui, là, On se parle de nos vacances ou c'est très touristique. Ouais, très touristique et Bon, pas que. c'était sympa, écoute. J'étais chez l'habitant d'ailleurs. Bon, bref. Allez, on y va, les amis Tu fais les vacances que tu veux, tu peux même faire du camping, je m'en fous, moi. Alors, toi, tu dois pas être camping du tout. Je l'ai été à une époque. Quand on peut s'en passer. On essaye d'évoluer. Quand t'es jeune, c'est chouette. Au bout de Mais bien sûr. Après, t'en as un peu marre de te réveiller à 6 du mat s'il y a le cagnard ou la pluie. J'ai dormi une fois sous une tente, c'était après un concert de William Scheller au Touquet. Ça va suffire. Et t'as été réveillé par la pluie, forcément. Fred, tu devrais réécouter ce que tu viens de dire, c'est très très drôle. Mais c'est vrai, c'était un concert de William Scheller au Touquet, sous une tente. Est-ce qu'en te réveillant, tu t'es dit que tu étais un homme heureux? Oh, magnifique. Je pense qu'il faut qu'on. Et là, on peut arrêter l'émission à demain, les amis. Ah oui, carrément. Bon, oui, mais c'est sublime, là, Daniel, là, il est en forme. La C'est culture un de bon début de Daniel saison, Riolo. Daniel, je trouve. Mais Attention, l'important, c'est d'être bon au mois de mai, juin, quand les titres se jouent. Hein. Faut pas démarrer trop moi, fort. je dis toujours que c'est mars. Ouais, mars, avril, mai, juin, tu vois, parce que comme il y a Coupe du Monde, tout ça. Tu veux dire qu'il démarrait trop fort, Daniel? Bon, je pense pas quand même. Ouais. Il faut mettre comme le Real, tu vois, faire des matchs nuls, tout ça, puis être bon à la fin qu'être flamboyant tout de suite. Ouais, c'est vrai que le Real a laissé passer quelques points, on va en reparler. Mais on commence par l'avis tranché de Philippe Auclair. Il a été Pichichi, ou l'équivalent anglais Pichichi. Magnifique ce cri. Alors Philippe, tu veux nous parler de ce 5-0 de Manchester City contre Liverpool? Ça y est, le match référence pour Guardiola, c'est la folie? Non. non. J'ai eu la chance d'être à ce match, très très bizarre. Et je suis un petit peu surpris de voir qu'il est considéré comme étant un match qui aurait montré que c'était le grand départ de Manchester City, qui aurait été un véritable naufrage pour Liverpool et tout ça. C'était vraiment l'une de ces rencontres où tu as vu en fait, pour une fois, vraiment deux matchs. Où un fait de jeu a littéralement totalement transformé la physionomie de cette rencontre. J'ai trouvé, c'est-à-dire que jusqu'à l'expulsion, bien évidemment, Sadio Mané, qui fait énormément jaser en Angleterre. Je ne sais pas si c'est pareil en France, si on s'en sert comme étant un petit peu d'un cas à étudier pour savoir qu'est-ce qu'est un rouge, qu'est-ce qu'est pas un rouge et tout ce genre de choses. Moi, ce que j'ai vu, c'est jusqu'à l'expulsion. Parce qu'il peut y avoir débat là-dessus, là. Écoute, on va y revenir dans une seconde. Quand tu mets l'intégrité physique du mec en jeu, même si tu fais pas exprès, on peut en parler maintenant, Philippe, si oui, tu sais, je me suis frité avec quelques grands noms du football anglais assez publiquement d'ailleurs sur la question, parce que il y a des gens qui en effet en Angleterre considèrent que c'était un 50-50, que il y a des gens qui sont malades alors. Nous sommes bien d'accord. Non mais le problème c'est qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent pas les règles du foot. Alors j'ai rappelé quand il y a intégrité physique, c'est tout. C'est comme en France on a eu pareil avec Assou et Koto.
Mais donc avec des mecs, ouais, il a pas cassé la jambe, donc c'est pas grave. Mais non. Qu'on me dise que en première mi-temps il y a une faute qui est similaire, qui aurait pu valoir autre chose. Ok, très bien, pourquoi pas ce genre de choses à la limite. Mais là, Sadio Mané, il lui démolit la tronche. Je dis pas qu'il fait exprès. Il y a des photos sur les réseaux sociaux qui font peur. Il le fait pas exprès. Non mais bien sûr, évidemment, j'imagine qu'il le fait pas exprès. Non mais il lui a refait la tronche. Alors pour qu'il y ait débat en Angleterre, Philippe, c'est quoi le contre-argument? C'est parce que tu as d'un côté, je dirais, les anciens joueurs, beaucoup d'anciens joueurs qui restent fidèles à une vision que je trouve très machiste et franchement pas particulièrement sympathique du football, où tu vois, c'est un jeu pour hommes, etc. Et si jamais tu t'en prends plein la tronche, comme c'était le cas du pauvre Ederson, bah, c'était un 50-50, donc c'est pas grave, circuler, il n'y a rien à voir. Et surtout, c'est cette idée que l'on peut complètement ignorer les lois du football, et la loi numéro 12 qui est d'une clarté absolue sur ce type de questions. C'est une faute, c'est un tacle dangereux qui, comme le dit Daniel, met en danger l'intégrité physique du joueur. Le mec est sorti et tout. Mais en plus, Mané a dit qu'il l'avait pas vu, mais je sais pas comment il peut pas le voir là-dessus, quoi. Il est face à lui, il regarde le ballon, s'il le voit pas, il met pas le pied aussi haut. Voilà, il essaie de le jouer différemment. Exactement. De toute façon, il le voit, il essaie juste d'aller plus vite que lui avec un pied à 1m82 de haut. Alors voilà, au risque de me répéter, je dis toujours la même chose. C'est comme si vous étiez au volant de votre voiture et vous commenciez à conduire n'importe comment, vous n'avez pas l'intention de causer un accident, mais vous le causez. Eh ben, je suis désolé, vous allez devoir payer les conséquences. C'est exactement la même chose quand on fait un geste de ce type-là, dont on n'a pas le contrôle. Et Philippe, on peut aller plus loin. C'est pas parce que vous ne créez pas d'accident que vous n'avez pas une conduite dangereuse qui peut mettre les autres en danger. Et que la conduite est répréhensible. Et rappelons que la notion d'intention ne figure dans les lois du football que dans un seul cas, c'est celui d'une main, pas dans les autres. Enfin voilà, ça fait énormément parler en Angleterre, avec beaucoup de gens qui disent oui, mais c'était pas un rouge, c'était pas ceci, c'est ridicule. Mais bref, si tu le mets pas là. C'est combien de points de suture? Parce que quand on voit la photo, une dizaine, une dizaine, oui. Le pauvre, il a un peu défiguré quand même. On a eu très peur sur le moment. Franchement, très peur pour lui. Il se gaille des favelas, comme dit Benjamin Mendy. Tu sais que j'étais à côté de Mendy. On faisait les interviews dans la mix zone. Ouais, juste après, et il était écroulé de rire à l'idée de faire une interview en anglais. Mais il a conquis tout le monde, hein, par contre, Benjamin Mendy. Ah bah oui. On vous a mis ça sur rmcsport.fr, sa petite interview. Par son jeu, également par la fraîcheur du bonhomme. Visiblement, il se prend pas trop au sérieux. Il a mis tout le monde dans sa poche avec cette interview. Et puis bon, il n'a pas fait un mauvais match du tout. Mais alors, pour revenir à ce match, oui, parce qu'on a fait plein de digressions. En même temps, ça fait partie de l'after aussi. Mais donc, ton point de vue, c'est quand même de dire City n'a pas été si impressionnant que ça. Non, c'est un score complètement en trompe-l'œil. Et je vais pas vous dire parce que City était nul et Liverpool excellent, ce serait débile. Ce que j'ai vu, c'est que jusqu'à l'expulsion de Sadio Mané, j'ai vu un Liverpool qui, même s'il était mené au score, faisait la plus grande partie du jeu, était mené contre le cours du jeu, disons-nous tout net, et qui s'est retrouvé dans une situation qui est tout simplement ingérable quand tu es face à un bataillon comme celui de Manchester City. Tu es à 10 contre 11, tu dois revenir au score, tu t'exposes et à ce moment-là, bon, tu as Kevin De Bruyne, magnifique, tu as Kun Agüero, qui n'est plus, et ça je l'ai appris aujourd'hui, je m'en veux de ne l'avoir appris aujourd'hui, il n'est plus qu'à 6 buts seulement du record absolu de buts marqués par un joueur de Manchester City dans l'histoire. Je ne parle pas de l'histoire de la Première Ligue, dans l'histoire. Oui. Je me demande parfois si c'est un joueur dont on ne sous-estime pas l'apport à son club. Celui-là, parce que quand il était à Madrid, à l'Atlético, c'était pas du tout un joueur qu'on sous-estimait. Oui, il a marqué l'histoire de l'Atlético. Ah oui, ça reste là. Mais il a marqué l'histoire de Manchester City. C'est lui qui. Attendez, juste pas tous en même temps. Non, mais c'est lui qui. Il marque également l'histoire de Manchester City. C'est lui qui marque à la 94e, le dernier jour, le but qui donne le titre à Manchester City en 2012. Tu peux pas marquer un but plus important que celui-là dans l'histoire d'un club. J'ai l'impression qu'il est un petit peu hors de ça. Tu voulais dire un mot, David ? Oui, vas-y, David. Oui, parce qu'en Belgique, il y a une émission hebdomadaire très importante le lundi soir. Là, j'ai jeté un œil ce soir, le débat sur la chaîne publique La 2 en Belgique, et ils ont fait une longue séquence sur Kevin De Bruyne. Alors évidemment, c'est le joueur local qu'on aime mettre en valeur, mais clairement, ce joueur-là a quelque chose de plus dans l'esprit aussi des Belges, et ça s'est vu encore ce soir. Ils ont montré, remontré et remontré ce qu'il a fait ce week-end. Joueur magnifique, évidemment. Mais il est vraiment, lui, c'est ce qu'on appelle qualité de passe, monsieur. Qualité de passe. Oh, la passe pour le but d'Agüero, mais c'est. Il fait ce que réclame le jeu, tout simplement, quoi. Oui, voilà, avec une intelligence et puis en même temps beaucoup. J'aime bien cette formule.
il fait ce que réclame le jeu. Mais t'as beaucoup de joueurs qui veulent faire autre chose ou plus compliqué. Et c'est une très grande forme d'intelligence de faire juste ce que réclame le jeu. Puisque vous parliez de joueurs sous-estimés, il n'est pas sous-estimé, mais peut-être pas estimé à sa vraie valeur qui est immense. De Bruyne. Voilà, exactement. C'est quand même un joueur. C'est la même chose. C'est quoi la différence? Un joueur que Messi voulait. Parce que tout le monde sait qu'il est très fort. Daniel m'explique une nuance. Tout le monde sait qu'il est très fort, De Bruyne. Tout le monde le dit qu'il est très fort. Alors, moi, je pense qu'il est vraiment exceptionnel, qu'il est au niveau vraiment top 5 du monde. De Bruyne, oui. De Bruyne. Je pense qu'il est dans le top 5. Sur Agüero. Non, moi je suis De Bruyne. Daniel, il y a une chose à dire. J'ai fait même un pas en arrière hier. Déjà, j'ai l'impression que chaque exploit, chaque résultat de Manchester City n'est jamais mis à son vraie valeur, en considérant que c'est un club qui dépense beaucoup. Donc oui, il a gagné 1-2 Première Ligue, mais c'est qu'en 2 Première Ligue, il n'a pas gagné la Ligue des Champions. Et sur De Bruyne, c'est un peu le même discours. L'été où il arrive à Manchester, à City, on dit c'est un transfert énorme, c'était 73 livres, voilà, 80 millions. Et donc, il y a un moment où tous les joueurs qui sont payés à un certain niveau, voilà, Pogba, il faut faire une excellente saison, mais il est payé très cher. On va voir avec Neymar. Il n'a pas encore le niveau de De Bruyne. Hein. Non, mais Pogba était déterminant à Manchester la saison dernière, même en Europa League, il était très important. Il a marqué en finale. Important, il a fait des choses. Super, ok. Il n'a même pas fait exprès. Il était meilleur joueur de l'Europa League quand même, Pogba. Faut pas. Être élu par qui? Être élu et l'être réellement, il y a vraiment une grosse différence. Soyons sérieux, Simonet. Attends, Fred, c'est quoi la différence entre être élu et l'être réellement? Mais parce que dans ces compétences, ceux qui votent, je sais même pas s'ils voient les matchs, quoi. Oui, puis ils votent au mec qui a coûté le plus cher. Peut-être en général le seul mec qu'ils connaissent vraiment bien. Non, mais c'est ça qui est terrible, quoi. Il y a des choix comme ça. Pour revenir à la vie de Philippe, et c'est ça dont je veux parler avec lui, je comprends ce que tu veux dire, mais est-ce que de toute façon, en première ligue, il y a bien un truc que tu peux pas faire, c'est te servir d'un résultat comme d'une référence ou en tirer des enseignements. Chaque week-end, la concurrence est tellement dure. Tu peux avoir collé, peu importe les circonstances qui existent sur ce match-là. City aurait très bien pu coller 5-0 à Liverpool, avec un Liverpool à 10 et un Liverpool qui fait un bon match, que le week-end d'après, t'étais pas sûr qu'ils allaient coller une raclée, même à une équipe moins forte. Ou peu importe. En Angleterre, c'est très difficile d'avoir des certitudes quand même, non? Philippe. Il y a un petit souci avec Philippe, visiblement. Il n'a pas de certitude. Il a plus de certitude. Tous ses repères sont perdus. Liverpool qui en met 4 à Arsenal. C'est qu'il y a un moment, Guardiola à City, ça démarque quand? Parce que là, quand j'écoutais Philippe, on a l'impression que c'est bien, mais c'est pas encore génial. Donc est-ce que ça a vraiment déjà démarré le vrai projet de Guardiola? Alors attends, il y a deux questions soulevées. Il y a deux questions soulevées et on va essayer de répondre rapidement, Philippe, aux deux. La première oui. Non, malheureusement, parce que nous, les robots ont fait quelque chose sur la ligne. Mais pour la deuxième, le City qu'on voit cette année sera, à mon avis, plus performant. Est-ce que le projet de jeu est plus clair? Non. Mais il sera plus performant parce que on sent dans cette équipe une solidarité et une agressivité qu'on ne sentait peut-être pas nécessairement l'année dernière. Le projet de Guardiola, tel qu'on le connaissait, on ne le verra jamais en Angleterre. Le championnat d'Angleterre n'autorise pas ça. Tu peux pas. Est trop dur physiquement, trop exigeant, avec trop d'équipes qui se tiennent. Puis personne n'en veut. Trop de grosses équipes qui en plus te mettent une grosse pression dans la tronche et tout. Le jeu de Guardiola, ça va être très compliqué à voir. Et la question que moi je te posais, c'était, tu avais l'air dans ton avis de vouloir, oui ou non, tirer des enseignements de ce match. Je suis d'accord avec toi que les circonstances ont fait que, mais en Angleterre, tu peux difficilement tirer des enseignements de quoi que ce soit. Tu gagnes 5-0 un week-end, rien ne dit que le week-end d'après tu vas te balader. Tu peux tomber sur une équipe qui va te fermer le jeu, qui va t'imposer un combat, tu vas tomber sur une grosse équipe. Il est tellement condensé ce championnat que c'est dur de tirer des enseignements et d'avoir des certitudes. Tu peux avoir non pas des certitudes, mais tu peux avoir des indications sur des carences, beaucoup plus que sur des qualités. Et quand je parle des carences, ça peut-être alors. C'est pour ça que je prenais l'exemple de Liverpool, qui est le cas typique d'une équipe qui, dans une espèce qui fonctionnant comme un hérisson en quelque sorte, est extraordinairement difficile à prendre, raison pour laquelle je pense qu'elle risque de faire du dégât en Ligue des Champions si son effectif est au complet. Par contre, lorsqu'elle se retrouve dans une position comme elle l'était, menée au score à 10 contre 11, là, désolé, ça ne peut plus le faire parce qu'elle n'est pas du tout équipée pour ce genre de choses. Alors, du côté de Manchester City, par contre, je vois une équipe. Il y a un projet qui est en place pour ce qui est d'une moitié de l'équipe, mais je n'arrive toujours pas à comprendre comment il va bâtir
en particulier sa défense et son milieu de terrain. Je ne le comprends pas. Et je ne crois pas être le seul. Il y a des manques d'automatisme, il y a de la fragilité, il y a de la fébrilité. Et ça compense par... Et ça, c'est nouveau dans une équipe guardiolienne. À moins que, Fred, tu as peut-être vu ça, toi, à Barcelone. Mais une équipe d'une très, très grande agressivité. Mais beaucoup plus... Dans la récupération du ballon, bien évidemment, très haut. Mais qui se battent comme des chiens. Et c'est pas nécessairement des qualités que tu associes à des équipes de Guardiola. Mais c'est celle que je vois. C'est ce que je te disais. Le Guardiola d'avant, il peut pas. C'est peut-être aussi ça l'intelligence de Guardiola, de comprendre qu'il a besoin de changer un petit peu sa chanson. Fred, vas-y, et j'aimerais que Philippe parle du Celtic après. Pour répondre à Philippe, oui, il y avait une agressivité du côté du Barça qui n'était pas forcément très physique. Alors, bien entendu, là, ça défendait super haut et super vite aussi. Voilà, l'effet tenaille de récupération de balle, c'était extraordinaire. Le succès du Barça, c'était avant tout là-dessus, plus que la sur transition, la bien sûr, à la perte du ballon. Entendu. Mais il y avait aussi une agressivité qui était dans le pressing, par exemple, que tu pouvais faire sur un arbitre. Avec Guardiola, dès qu'il y avait une décision d'arbitre, tu avais 5 joueurs autour de l'arbitre. Tu avais beaucoup comme ça de petits éléments qui ressemblaient à rien, mais qui étaient quand même des implications et d'une agressivité sur plusieurs domaines qui montraient que la patte Guardiola, alors elle était peut-être plus physique en Angleterre, mais elle était peut-être plus mentale, déjà de mentale du côté de Barcelone. Alors, Guardiola et la Ligue des Champions pour Manchester City, ce sera à Rotterdam face au Feyenoord. Et Liverpool, parce qu'on en a parlé également, ce sera face au FC Séville. Tout ça, ce sera mercredi. Et Philippe, je voulais que tu nous dises un mot de l'adversaire du PSG. Ah oui, on va se régaler. L'adversaire du PSG, donc le Celtic. À quoi doivent s'attendre les Parisiens demain? Est-ce que ça soit très très chaud à une équipe du Celtic qui a grimpé d'un niveau par rapport à celle de l'an dernier, qui avait fait match nul 3-3 contre Manchester City à Celtic Park, à quelques individualités de grands talents. Je pense que tout le monde connaît Dembélé, bien évidemment. L'autre, mais je requiers de garder un œil sur Tierney, l'arrière latéral, le latéral de cette équipe du Celtic, et sur le jeune français Olivier Ntcham, dont je parle à chaque fois que je puis, car je suis absolument certain qu'Olivier Ntcham est appelé à devenir un de ces joueurs du Celtic, comme Virgil van Dijk ou Wanyama avant lui, qui rate dans un club pour énormément d'argent dans 2 saisons. Il n'a que 21 ans, mais faites-moi confiance, c'est une équipe qui va donner beaucoup de fil à retordre aux Parisiens. Je ne veux pas vous dire qu'ils vont les battre. C'est pas le Barça qui avait perdu là-bas aussi? Oui, le Barça a perdu. L'Inter avait fait match nul. C'est toujours compliqué. C'est toujours compliqué. Et l'équipe a vraiment progressé énormément. Dida qui avait fait un sketch là-bas avec un faux pétard ou un truc. Ah bon? Ah, ça me dit rien. Je me rappelle les Celtics, les sketchs de Dida. Milan, non, c'est pas un faux pétard, c'était quelqu'un qui rentre sur le terrain et celui appuie une main sur l'épaule et lui s'écroule comme s'il était. C'était un sketch, mais. Je me rappelle pas si c'était Celtic, c'était possible à Celtic. C'était un stade anglais. Ça doit être Celtic, quoi. Ça doit être Celtic, Milan en Ligue des Champions et Dida fait une comédie pas possible. Il me semble bien. Parce qu'on en fait des tonnes. Ah oui, j'ai trouvé la vidéo. Oui, c'est avec un spectateur. Oui. Où il se roule par terre. Ouais. Mais je sais pas si c'est. On en fait des tonnes sur l'ambiance extraordinaire de Celtic Park, avec raison. Qui n'a pas vécu ça au moins une fois dans sa vie? Paris l'a déjà vécu, tu sais, en 95, puisque c'était sur 96 et c'était en novembre par là. Moi, j'ai vécu cette ambiance honnêtement pour les joueurs maintenant. C'est plus un problème ça. Ils en ont l'habitude. C'est pas un souci ça. Moi, j'ai vécu cette ambiance lors d'une finale de Coupe UEFA à Séville entre le Celtic et le Porto de Mourinho. Et j'étais du côté des tribunes de presse, mais côté Celtic, c'était absolument extraordinaire. 2003 du coup. Oui. Oh putain, ça ne rajeunit pas. Un an avant la Ligue des Champions. Du temps où le grand Henrik Larsson, et je dis bien le grand Henrik Larsson, était l'avant-centre légendaire de cette équipe. Il n'y a pas de joueur du calibre de Larsson, mais il y a beaucoup de bons joueurs. Lustig également, que vous connaissez, le joueur de l'équipe de Suède. Ah, Jean-Philippe. Il faisait la boxe avant. Très belle référence, mais je pense que là il faut être un peu âgé pour comprendre. Lee Griffiths, la natation écossaise. Oui. Mais on parle beaucoup du Celtic pour mettre en exergue, mettre en valeur, et on a avec beaucoup de raison l'ambiance extraordinaire qui règne dans ce stade. Mais je crois qu'on a peut-être tendance à un petit peu oublier qu'il s'agit d'une équipe qui, en particulier depuis des ans, a fait d'énormes progrès et petit à petit est en train de revenir dans la hiérarchie européenne. Dans une seconde, l'avis de Simonet, celui de Fred. Ça concerne le même match de Ligue des Champions. Ça tombe bien, Barça-Juve. C'est dans l'after. Ciao Fred. Il commence déjà. Pauvre Simonet. Les deux là. Pas de chance contre moi comme ça. Allez, à tout de suite dans l'after.